Et je pense que les gens ne veulent pas secouer le vrai problème. Il y a une distance entre la direction des sports de haut niveau, du ministère des Sports, la direction technique et puis le sélectionneur. Chacun a son rôle. Et quand vous regardez les attributions des uns et des autres, moi je pense que ces trois structures devaient travailler de pair. Mais est-ce qu'elles travaillent? Ce qui n'est pas le cas selon vous? Pas du tout. Et pas du tout, justement. J'ai la faiblesse de côtoyer quand même ce milieu-là. C'est pas du tout ça. Au contraire, la direction technique, elle est sinistrée. Elle est complètement sinistrée. La direction des sports de haut niveau n'est même pas prise en compte. Et pourtant, elle a un rôle central. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et puis le sélectionneur, regardez comment il est largué. Il est largué. C'est un Nyandom. Bon, il danse le ndombolo. C'est très, très, très sympathique. Mais je vous dis que pour les sélectionneurs qui ont officié avec Maestria au Cameroun, Xavier Clemente et Hugo Brousse, ils étaient en Europe pour superviser les joueurs dans les championnats dans lesquels ils jouent. Les gens jouent là, ils n'ont pas de statistiques. Pourquoi? Parce que les agents des joueurs ont pris l'équipe nationale en otage. C'est eux qui influencent les choix des uns et des autres. Parce qu'il y a des statistiques qu'il faut avoir pour être sélectionné dans la Ligue anglaise ou bien ainsi de suite. Et alors, il y a toute une mafia qui est là. Donc, Samuel Eto'o est victime, justement, de ses amis qui ne lui rendent pas service. Donc, lui, il fait confiance à ces gens-là qui viennent lui mettre les crocs en jambes. En réalité, c'est ça le vrai problème. Mais on ne sait même pas qui l'entraîne. On ne sait même pas qui sélectionne. Puisque c'est les agents de joueurs qui décident qui va être sélectionné. Et vous savez bien que quand vous ne sélectionnez pas certains joueurs qui sont draftés par certains agents, mais le gars vient sur le terrain, il doit jouer selon les instructions que son agent lui donne. Il peut décider de briller ou ne pas briller. Donc, il n'obéit pas forcément aux prescriptions de l'entraîneur. Donc, ce que sont fait là, lui-même, il est dans un site qu'il ne maîtrise même pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est l'otage d'un système que lui-même ne maîtrise pas. Pour vous résumer, donc il y a un problème coach. Il y a un problème, oui. Sélectionneur, selon vous. Bien sûr, il y a un problème coach qui peut être résolu. Parce qu'il faut créer un comité ad hoc, justement, pour respecter la logique même de sélection, puisqu'il y a des gens qui sont chargés de regarder les championnats, de regarder ceux qui jouent en Europe, de proposer une liste qui est soumise au sélectionneur. Le sélectionneur prend là. Ça se passe comme ça à l'équipe de France. Ce n'est pas sorcier. Très bien. Parce que maintenant, là, on sélectionne les joueurs. Personne n'a les statistiques sur les joueurs. U23, regardez, attendez, U23. Qui sont dans les U23? Mais il sait qui est dans le U23. Comment on peut prendre un gars qui joue dans ce football club Nilong de Yabassi? On ne sait pas d'où il sort. Il est dans un championnat périphérique. Mais il fait partie des U23. Tout le monde est surpris de voir ce type-là être sélectionné. Donc c'est trop compliqué. Il y a les gens... Mais on vous dit qu'il y a Mbaïzo, à un moment donné, il est venu ici au Cameroun. On dit qu'il était aux États-Unis. On dit qu'il faut jouer un certain nombre de matchs pour quitter les États-Unis pour revenir en Europe. Mais c'est trop compliqué. Merci. Moi, je pense que les Camerounais doivent regarder ces choses-là de très près. Ce n'est pas comme les gens pensent, là. On n'est qu'une victime. On n'a même pas de... Vous avez dit tout à l'heure, Franck Hapi, que la rencontre de cette semaine a été prévue. Je veux bien vous croire. Alors, oui, bien sûr. Je veux bien vous croire. Même si certains estiment que cette rencontre intervient après ces contre-performances et que c'est une rencontre qui n'était pas prévue. Mais on vous croit, vous nous dites qu'elle était prévue. Alors, quel était l'objet principal de cette rencontre? On a cru entendre la question justement de la collaboration avec la direction technique nationale était au centre des échanges. Est-ce réel? Ça faisait partie, c'était pas au centre. Le centre des échanges, c'était l'évaluation du parcours de nos sélections nationales. Et avant de répondre à ça, permettez-moi de corriger un peu d'être un peu en désaccord avec ce que mon aîné professeur Abouya. Non, son n'est pas dépassé par les événements. Oui, le football aujourd'hui, les agents de joueurs ont un grand pouvoir sur les joueurs, mais ce n'est pas l'apanage du Cameroun, c'est dans toutes les sélections, partout. Mais Son est le capitaine au sein du navire Lion Indomptable. Et s'il ne l'était pas,
vous avez vu quand même des décisions fortes qu'il a prises. S'il n'était pas le capitaine dans le navire, il n'aurait pas pris ces décisions-là. Donc, on peut ne pas être d'accord avec lui. Il peut avoir son esprit déjanté ou bien libéral ou bien voilà free, mais ça reste un grand professionnel en qui nous avons entière confiance et c'est lui qui a la responsabilité d'amener cette équipe, de ramener cette équipe au sommet et nous avons la ferme conviction qu'il le fera. Maintenant, les échanges, comme je vous disais, c'était une évaluation du parcours des sélections nationales. Déjà, vous avez la première, c'est les Lions A. Comme je vous ai dit, on est en ballottage favorable, très favorable pour aller à la prochaine CAN. Les U23 ont certes été, pour le moment, ils sont éliminés, mais je pas pour le moment éliminés. Non, je vous dis, parce que nous avons quand même des réserves. C'est une compétition qui est encadrée par un règlement, et vous ne devez pas y faire jouer des joueurs qui ont soit l'âge, qui n'ont pas l'âge requis, ou bien qui ont un problème d'identité. Donc, les Gabonais ont aligné un joueur qui a un problème de double identité. D'ailleurs, ils l'ont aligné lors des 2 matchs. La requête a été soumise à la CAF. Et nous avons bon espoir que nous allons obtenir gain de cause et que les Lions U23... Sur la collaboration avec la direction technique, c'est où Alors, sur la collaboration avec la direction technique, une fois de plus, je ne suis pas là pour donner les satisfecits, mais le professeur K, docteur K, excusez-moi, a résumé un peu la situation réelle, l'ensemble de passerelles entre la direction technique nationale et les Lions indomptables. Et je voudrais quand même clarifier, la direction technique n'est pas le patron, le directeur technique n'est pas le patron du sélectionneur. Il est le patron de toutes les autres sélections, mais le sélectionneur il n'est pas son patron. Pourquoi? Justement, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Le sélectionneur, parce qu'il est orienté résultat, il est le seul patron et il répond devant le président de la fédération de ses résultats. Par contre, les autres sélections, la direction technique a un regard parce que là-bas, c'est la progression, c'est autre chose qu'on regarde. Et c'est de tout cela que le président a voulu parler avec l'ensemble des sélectionneurs, mettre les choses à plat. Par exemple, quelque chose qui a été dit ici, et même dans les réseaux sociaux, l'absence d'âme. On veut bien perdre, mais on doit perdre avec la mentalité Lions indomptables. On doit retrouver les critères qui sont ceux des Lions du footballeur camerounais. Quel est aujourd'hui le critère des Lions indomptables? Voilà les choses vers lesquelles nous devons aller. Et ça, effectivement, nous avons besoin que la direction technique nationale, en relation avec les autres entraîneurs de sélection, définisse ce profil-là. Vers où est-ce qu'on veut aller? Quel type de gardien on veut avoir? Quel type de défenseurs centraux, ainsi de suite? C'est comme ça qu'on prépare les sélections futures, ou alors, comme je vous dis, l'apport des sélections inférieures vers les sélections A. Parce que vous avez 2 façons de faire ça. Soit vous décidez que le sélectionneur A, où l'équipe A joue uniquement avec les meilleurs joueurs du pays, donc on prend n'importe qui les meilleurs, ou alors vous avez une identité de jeu qui est répliquée des cadets, juniors, jusqu'aux Lions indomptables pour faciliter le travail aux sélectionneurs, c'est-à-dire vous dites, ok, nous on va jouer avec 4-3-3, avec des ailiers par exemple, et toutes les sélections inférieures jouent dans cette mentalité-là, dans cet esprit-là, pour faciliter le choix du sélectionneur. Voilà autant de choses dont on a commencé à mettre les plateformes de collaboration avec la direction technique nationale et les différents sélectionneurs des équipes nationales. Il y avait également la régularisation contractuelle, parce que le président de la fédération avait mis ça comme un point majeur dans sa campagne, c'est-à-dire contractualiser, parce que jusqu'à l'arrivée des taux, les entraîneurs des autres sélections n'étaient pas contractualisés. Donc ils étaient payés au petit bonheur la chance. Là, ils sont contractualisés et leur situation salariale va être régularisée afin de leur permettre d'avoir l'autonomie financière qui va les rendre moins dépendants, effectivement, de l'influence dont a parlé le professeur Aboya, des managers ou des agents de joueurs. Jules Denis Elena, vous avez commis une sorte de tribune libre, on va appeler ça ainsi, vous parlez d'autopsie du cataclysme annoncé, j'imagine, du football. Alors, selon vous, quels sont les points sur lesquels il faut travailler aujourd'hui? Vous nous avez dit que c'est un long processus pour retrouver une certaine santé du football Cameroun de façon générale, et peut-être particulière, la formation senior. J'allais poser également la question, est-ce que selon vous, il y a un problème sélectionneur? C'est quoi les principaux problèmes, s'il fallait trier quelques-uns principaux aujourd'hui de cette équipe-là, puisque c'est elle qui nous intéresse de prime abord? Oui, merci. Effectivement, j'ai eu à produire à noircir quelques feuilles par rapport à l'actualité. Et ce document a été lu et apprécié. Donc,
En résumé, je voudrais déjà dire que il faut qu'on s'accorde dessus. Le sélectionneur national n'est pas le garant de la bonne santé du football camerounais. Il faut que ce soit sûr. Il faut que ce soit sûr. Et l'avenir du football camerounais, selon les missions qui lui sont confiées, se définit, se projette à la DTN. Moi, mon problème maintenant, c'est justement que l'équipe A échappe au radar de la DTN. Et ce qui nous amène à beaucoup plus utiliser des joueurs dont nous ne maîtrisons pas le développement. Quand on voit les équipes de l'équipe A, pratiquement tous les joueurs sont des joueurs qui évoluent à l'étranger. Et lorsqu'on a vu les U23, on a pratiquement le même constat. Donc ce sont des joueurs qui échappent un peu au radar de la DTN, qui sont utilisés dans les sélections A et dans l'antichambre de la sélection A. Ce qui pose un problème au niveau du développement du football local. Parce que le baromètre du football local, ce ne sont pas les prestations des A. Tout à fait. Le baromètre du football local, c'est ce que la DTN a voulu qu'on fasse notre football. Comment on détecte, comment on entraîne, comment on forme et comment on met ces joueurs à disposition dans les différentes ligues pour être compétitifs. Et c'est cette adéquation qui nous amène à ce problème de, on va dire quoi, des montagnes russes dans le développement du football camerounais. On a eu des équipes très performantes, 2000, 2002, dont on connaît la base, avec beaucoup de joueurs formés localement et qui sont développés ailleurs, qui ont eu une très très bonne formation localement et qui sont développés ailleurs, qu'on a utilisés et qui ont dominé l'Afrique pendant longtemps. Et malheureusement, on ne répète pas les mêmes modèles. À qui la faute, tu allais dire? Et la responsabilité? La responsabilité, c'est aux différents exécutifs qui sont succédés, qui n'ont pas pris la mesure du problème. Ils n'ont pas anticipé sur les problèmes que nous avions. Le problème, c'est qu'on a un arbre qui cache la forêt, avec un très très beau feuillage, mais à un moment, la terre devient aride, les racines ne sont plus profondes, elles ne peuvent plus nourrir le feuillage, et on commence à découvrir que derrière l'arbre qui cache la forêt, il y a beaucoup de lacunes. Tant que les Lions a gagné, on était contents. Ah oui, on était très contents. On oubliait que le football jeune, c'est 1 mois sur 12 que les enfants jouent. Il y en a qui sont gargarisés sur ce point-là, avoir fait jouer les jeunes alors qu'ils n'ont joué qu'1 mois sur 12. Les féminines n'avaient pas de très bons résultats. Bref, on s'est focalisé sur l'équipe nationale A à un moment, sur des joueurs qui venaient tous de l'étranger et dont on n'était pas responsable de la formation. Donc les différents exécutifs ont failli à ce moment-là. Et à un moment, je disais qu'il fallait revenir à ce qui nous avait fait gagner à un certain moment. Ce qui nous avait fait gagner à un certain moment, c'était la structuration des clubs. Tous les clubs avaient des équipes de jeunes. Franck se souvient, on a grandi au Posaco, donc il sait de quoi je parle. Mais tout cela a disparu. Quelle grande équipe au Cameroun actuellement a une section jeune? Non, il n'y en a pas. On se base sur les académies qui fleurissent, qui fleurissent un peu partout, qui n'ont aucune attache nulle part, et on perd on ne peut pas suivre les joueurs. La trace. Il n'y a pas de traçabilité, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a plus de traçabilité parce que ces académies fleurissent un peu partout et ils ne répondent à aucun critère. Les formateurs ne sont pas bien formés, il n'y a pas de compétition qui y va. Et c'est tout cela qui amène le football camerounais à sombrer, si je veux dire. Notre espoir, ce sont les joueurs qui jouent à l'étranger, mais les joueurs qui jouent à l'étranger n'ont pas ce dont Franck parlait, l'ADN du football camerounais. Parce que pour avoir cet ADN-là, il faut avoir vécu dans un certain environnement, avoir été formaté d'une certaine façon. Et si tout cela disparaît, on arrive à ce qu'on a vu qu'on a en Namibie, des joueurs qui ne savent pas trop ce que signifie porter le vert ou jaune. Très bien. J'allais dire, en l'état actuel, ce sont peut-être des réformes à faire sur le long terme. À l'état actuel, est-ce que vous êtes serein lorsque aujourd'hui M. Franck nous dit l'objectif c'est d'être qualifié? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce qu'avec l'équipe qu'on a vue ces derniers jours, vous pensez qu'on peut se qualifier? Vous y êtes justement l'acte premier plan, un joueur. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se qualifier avec cette équipe qu'on a vue? Vous savez,
Rigaud a eu... En mettant côté le facteur chance, qui accompagne son les Camerounais. Justement, c'est des faits objectifs. Rigaud a gagné son joker en allant battre le Burundi au Burundi. Si on avait fait mauvaise prestation au Burundi, on serait dans de très mauvais draps actuellement. Maintenant, on a fait 2 contre-performances. Faire un nul à domicile, c'est une contre-performance. Aller perdre, c'est une contre-performance. Mais nous avons encore les cartes en main. Nous avons encore les cartes en main. Cela signifie qu'en septembre, sur le papier, nous devons battre le Burundi. Nous pouvons le battre sur le papier. Maintenant, il faut préparer ce match. Il faut préparer ce match dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, avec le même sélectionneur, changer les joueurs? Qu'est-ce qu'il faut faire précisément pour que... Dans mon esprit, il n'est pas question de changer le sélectionneur. Il n'est pas question de le changer parce que vous pouvez n'être pas d'accord, c'est mon avis que je vous donne. Donc, le cœur du problème n'est pas le sélectionneur. Ouais, c'est... Le cœur du problème n'est pas le sélectionneur. Pourquoi? Parce que le sélectionneur a 9 mois pour préparer ce match. Et 6 mois. oui, au septembre, excusez-moi. Il a 6 mois pour préparer ce match. Maintenant, chacun est face à ses responsabilités. Et vous savez, limoger un sélectionneur maintenant, cela signifie passer à la caisse. Ça signifie passer à la caisse. Et je ne pense pas que les finances de la FECAFOOT puissent nous permettre de passer à la caisse après avoir limogé un sélectionneur. Je crois que Franck est bien placé pour savoir quels sont les contentieux qu'ils ont à gérer maintenant et qui ne nous permettent plus d'aller dans ce... Maintenant, oui, s'il vous plaît, je voudrais m'exprimer sur ce sujet-là parce que ce qui est un point positif pour moi, c'est que la DTN soit maintenant associée à la vie de l'équipe A. La gestion et à la gestion technique de l'équipe A. Ce qui est arrivé il y a plusieurs années, nous, quand nous jouions, on avait des résultats, mais on estimait en haut lieu qu'on pouvait encore faire mieux. Et chaque fois, ça s'est passé ainsi. On a adjoint des personnes à l'équipe qui étaient en place pour étoffer le management technique. C'est arrivé. Et cela a marché à un certain moment. Ça peut encore marcher maintenant. Et si ça marche, que le staff technique est encore mieux étoffé, moi je ne trouve pas qu'il y ait un problème pour se qualifier en septembre. Célestin Djamène. Oui, je crois qu'il faut quand même sortir de la pensée magique et se dire que quand même, en termes de football, il faut être très factuel. S'il y a un domaine dans le sport où il faut regarder d'abord les résultats, c'est le football. Consecao n'était pas en fin de mandat. Moi, j'étais partisan de la décision de Eto'o de débarquer Consecao. Moi non. Ce qui était une erreur. Moi non. Non, attendez, laissez-moi terminer. Moi, je n'étais pas d'accord. Laissez-moi terminer. Justement, dans ce brouhaha de personnes qui étaient pour le maintien de Consecao, j'étais entièrement pour. Pourquoi? Parce que le fait de faire valoir qu'il a un mandat de 12 mois, de 2 ans, en ignorant le parcours factuel, n'est pas un argument sérieux. Il s'agit quand même de l'emblème des lions indomptables du Cameroun. Et que ce qui compte pour nous, ce n'est ni l'affection, ce n'est ni la sympathie, ce n'est ni la fraternité, c'est d'abord les résultats. On parle quand même, et c'est le président Api qui parlait de vivier, quand il parlait de U23 et de U17. Mais l'équipe A de football, ce qui compte, c'est d'abord l'image du Cameroun. Et quand on parle de l'image d'un pays comme le Cameroun, c'est d'abord les résultats. Parce que, et je partage d'ailleurs l'idée du professeur Boyard qui dit qu'il faut séparer l'exécutif du technique. L'entraîneur, c'est les choix tactiques et c'est la stratégie, sous-entendu technique. Donc il est le principal responsable. S'ils sont à 8 mois de mandat, et que sur 8 mois, il fait piètre figure, je regrette, pas sympathie, on ne peut pas le garder. Comprenez? Regardez un peu dans le monde entier. À un moment donné, Mourinho était presque déifié à Chelsea. Et quand il ne produisait plus, on l'a remercié. C'est pas un petit entraîneur quand même. Malgré que son contrat était en cours. Donc c'est pas un argument valable. Donc je considère que Eto'o est responsable par imputation, dans le sens qu'il est président de la FECAFOOT. Donc forcément, il est responsable du sélectionneur. Mais au-delà de ça, il n'est pas coupable des mauvais résultats tactiques de l'entraîneur. Alors,
la question que je pose à Samuel Eto'o, pourquoi maintenez-vous Rigobertson? Nous ne sommes pas dans le paraître ni dans les sentiments. Je n'ai pas une affection, je n'ai pas une approche sentimentale de Rigobertson. Sur le plan humain, pardon de le répéter, c'est plutôt quelqu'un de très sympathique. Mais on n'a envie ni d'un danseur, ni d'un mannequin, et encore moins d'un distributeur intéressé de casquettes. Ce que nous voulons, c'est un entraîneur qui nous produise de vrais résultats. Parce qu'on n'est pas n'importe qui en Afrique et même dans le monde. Et c'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche et le dire, appeler l'oiseau par son nom. Son ne peut pas. Il ne peut pas. Je pense qu'il a même l'opportunité d'aller se recycler encore peut-être 3-4 ans. Il n'est pas si vieux que ça. Et nous revenir plus fort. Nous voulons un son fort. Et d'ailleurs, quand on parle du Hemley, qui incarne le Hemley pendant qu'il était joueur? C'est bien Rigobertson, mais ironie du sort. Les joueurs qu'il dirige n'ont plus de Hemley. Très bien. Il y a quand même un contraste. Donc je pense qu'il faut faire volte-face et se dire, malgré le mandat qui est en cours, et si le Burundi nous battait, donc on joue notre avenir sur un match. Il faut créer ce déclic, cet électrochoc. Et je parle sous le contrôle de Franck, qui sait bien que, ayant dirigé l'Union de Douala, il sait bien que ce que l'électrochoc veut dire. Rappelez-vous, à l'époque, Pour finir. Union était menacée dans les années 79-80 de descente en deuxième division. L'équipe a été créée en 58. C'est la seule équipe au Cameroun qui n'a jamais connu la deuxième division. Il y a eu un limogeage, je crois que c'était l'entraîneur à Bon, il y a un entraîneur entre autres qui a été limogé. Et ça a créé un choc chez les joueurs. Très. Pierre Kawi. Vous savez, Albertine, il y a quand même un souci. Dans l'analyse de Célestin Djamène, je pense que les experts du football le savent. Il y a une différence entre un club de football et une sélection nationale. La sélection nationale, c'est le stade le plus achevé de l'ADN du football d'un pays. Et cette manie de chaque fois balayer pour ramener une nouvelle personne nous cause tous les soucis. Pourquoi je le dis? On devait avoir plutôt des promotions chez nous. Le Cameroun, sur le plan historique, je parle des contemporains, a connu 2 moments forts de solennité au sommet du football. 90. Dans l'équipe de 90, les jeunes qui sont à la maison peuvent taper sur Internet. Il y a 9 joueurs venant du terroir. Tonnerre, Canon, TKC. D'ailleurs, le capitaine de cette équipe, Stéphane Tato, paix à son âme, était un produit local. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans cette équipe. Même chose. Distillé par l'entraîneur. Non, pas distillé par l'entraîneur. Le football au Cameroun. Et c'est là où je vais vous raconter et chuter sur ce volet. En 2000, lorsqu'on va assigner, on a une équipe avec 4 nationaux joueurs. Le reste, ce sont des joueurs qui ont joué ici. Nditap. Quand il fait ses tchintram, il balance comme ça. Oui, mais comprends. Parce qu'ils ont fait ça ici au Cameroun. C'était une marque, c'est-à-dire Nditap et Weme ne se parlaient plus. Ils savaient que dès que j'ai le ballon, je fonce à tel niveau, tu te positionnes. C'est ça qui nous a fait gagner. Avec un staff 100% camerounais. Qu'avons-nous fait de... Non. Vous savez, les professionnels qu'on a là, ce sont des binationaux. Et les binationaux, c'est pourquoi je vous dis encore que quand vous faites la séparation entre l'exécutif et le coach, c'est un biais qui est un problème parce que le football, c'est la politique au Cameroun. Et quand nous regardons, restons factuels, prenons toutes nos équipes qui ont joué sous son. Ce sont des équipes qui ont tendance à répéter l'équilibre régional qui ne s'accommode pas avec la compétence au football. Donc vous êtes un peu d'accord avec le prof Abouya Manassé lorsqu'il dit que Son ne maîtrise pas très bien qui est-ce qu'il entraîne. Son peut maîtriser son effectif, mais un effectif qui est dicté sur l'équilibre régional. On peut lui donner... Non, docteur, c'est grave ce que vous dites. Non, je ne suis pas d'accord. Regardez, observez. On essaye au fur et à mesure d'injecter, d'avoir une équipe qui représente l'équilibre régional. Non, laissez-moi. Qui dit ça? Samuel Eto'o? L'équilibre régional, laissez-moi vous dire quelque chose. L'équilibre régional n'est écrit nulle part au Cameroun en termes de ceci, mais c'est un mot de régulation. Et vous ne pouvez pas penser que dans la vie en dehors du football, vous faites l'équilibre régional et vous ne venez pas faire l'équilibre régional dans les Lions. Je ne cite personne, mais c'est visible. Or, à l'époque, on avait des joueurs, même s'ils étaient des frères, l'essentiel c'était taper le ballon là
et on arrive à ce qu'on appelait plus ou moins l'OM qui donnait ce football-là. Que faut-il faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, Pour gagner, pour te qualifier par exemple, puisque c'est l'objectif c'est-à-dire si vous voulez la qualification coûte que vaille, je vous dis que une CAN en Côte d'Ivoire sans le Cameroun me gêne, je l'ai dit depuis, mais je vous dis que si Son pouvait m'écouter, si j'avais la décision, il ne recrutait que les 22 joueurs nationaux, il les mettait face au Burundi. Il y en a. Ils sont là. Très bien. Ils sont là. Abouya Manes, vous voulez dire un mot avant que... Je voulais dire 2 mots même, parce que je voulais répondre une partie à Jules Denis et à Célestin et même au docteur K. D'abord, je prends la fin, je prends chez Jules Denis. Je voulais te rassurer qu'il y a un travail qui est fait en amont. Et je l'ai dit ici il y a 2 semaines, qui n'est peut-être pas visible. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Où sont les équipes jeunes? Mais qu'est-ce que le président de la fédération et son exécutif, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'année dernière, il a trouvé ça, il a dit, OK, cette année, une allocation de 5 millions a été donnée aux 22 clubs professionnels de première division pour créer en leur sein une académie, une équipe jeune. C'est une obligation. C'est pour répondre à ton interrogation. Donc, il y a quelque chose qui est fait. Il y a une vision vers laquelle la fédération va. Et je l'ai dit ici, 2025, vous verrez l'essor de notre football local. Parce que Jules Denis l'a encore dit, les Lions, ce n'est pas le baromètre. Le baromètre de la santé du football d'un pays, c'est le club. C'est le football local. C'est la valeur de votre championnat. Aujourd'hui, la valeur de notre championnat est proche, au niveau international, du néant. On n'a pas de visibilité en termes de sponsoring international, c'est-à-dire on a des sponsors MTN, mais en termes de droits télé, on n'a pas grand-chose. Et il faut, pour développer cela, il faut un championnat de qualité, donc des clubs structurés qui vont vous permettre d'avoir, je ne sais pas, Canal+, beIN Sport qui viennent donner 1 milliard, 2 milliards. La première ligue s'est développée pour une seule chose, les droits télé. Et ça part de la structuration des clubs. Et nous sommes dans cette structuration. Tu es membre du SINAFOC, tu sais qu'aujourd'hui, plus que jamais, les clubs payent 200 000 francs de salaire aux joueurs. Ils sont obligés de le faire. Donc, voilà le travail qui est fait en amont, au-delà du résultat des Lions indomptables, qui est effectivement l'arbre qui cache la forêt, pour dire que nous sommes dans ce travail-là. Maintenant que les résultats ne suivent pas, c'est dommage. On aurait aimé qu'ils suivent, c'est-à-dire sur le plan international des Lions indomptables, mais ça ne nous fait pas bouger d'un iota. On est engagé dans cette direction. Dans 2 ans, il n'y aura que 16 équipes en première division. Donc, l'élite sera resserrée. Donc, le nombre de talents également sera resserré. Et donc, on sera beaucoup plus fort pour espérer régner sur le plan continental. Vous parliez de l'analyse factuelle et des résultats, Célestin. Mais Conceição, je vous rappelle, la raison pour la première, il n'a pas été limogé par Eto'o, il a été limogé par sa tutelle et lui, c'est-à-dire le ministère représentant l'État et la Fédération. Non, mais il y avait une clause. Oui, non, pas officiellement, il y avait une clause. Il devait gagner la CAN. Bien sûr, il faut le dire. Et même, tous le monde dit dans les réseaux sociaux, le Cameroun, l'État va payer des milliards. Logiquement, le jugement va être en faveur du Cameroun parce qu'il s'accroche, Conceição et ses avocats, sur un artifice juridique. Ils disent qu'on parlait de la CAN 2021. Or, la CAN que lui, il a joué, c'est 2022. Donc, vous voyez bien que logiquement, ça ne devrait pas tenir. Mais on l'a limogé à la fin, à l'évaluation d'un objectif qui lui avait été assigné, gagner la CAN à domicile avec le Cameroun. Il avait échoué. Et c'est ce qui attend sans doute sont en 2023. Non, 2024, s'il perd. Exactement, une évaluation, c'est ça. Donc la mort de Son, c'est programmé en 2024, s'il perd. Non, c'est-à-dire autant le sauver maintenant. Non, pour nous, c'est pour ça. Non, disons que l'évaluation de sa situation sera faite à la fin, au soir de la CAN. Et c'est clair. Et là, il sera face à l'exécutif qu'il a nommé. Est-ce que vous avez rempli l'objectif qui vous a été assigné? Oui. D'accord. Est-ce que vous ne l'avez pas rempli? Non. Donnez-nous des raisons de penser qu'on peut continuer avec vous ou pas. Ça, mais la question ne se pose pas. Est-ce que vous ne vous rendrez pas coupable d'avoir attendu si longtemps? Si on n'est pas qualifié pour la Côte d'Ivoire, vous seriez coupable d'avoir attendu justement, alors qu'on vous tire la sonnette d'alarme maintenant. Alors que les signaux ne sont pas bons. Les signaux ne sont pas bons. Alors, je vais te dire, il n'y a aucune règle. Tu sais, le foot, tout ce qui est autour du foot est scientifique. Tout. C'est-à-dire l'alimentation, l'entraînement. Sauf les 90 minutes. La seule incertitude qu'il y a dans le foot, c'est les 90 minutes où il n'y a pas de science. Mais tout autour, il y a la science. Alors, si tu as la clé pour me dire comment on fait pour se qualifier
et gagner des matchs, je te demande de nous nommer le sélectionneur. Il n'y a aucune clé. Il n'y a pas une recette magique qui nous dit si tu enlèves celui-ci, tu vas gagner. Ce n'est que... Il y a des signaux. Non, il n'y a aucun signe. Oui, mais c'est des perceptions. Ce ne sont pas des choses... Il y a des débuts de camp. Je voulais terminer là-dessus. C'est des choses... Ce n'est que de la perception. C'est la chance? Non, c'est de la perception. C'est subjectif. Il n'y a pas... Sinon, mais c'est pour ça que le foot... C'est pour ça que le foot, il est fabuleux. Il y a un début de cancer. Mais... Il ne faut pas attendre que le cancer soit en je stade parle sous terminal. ton contrôle. Quand vous êtes revenu du Mondial 90, vous avez joué le Lesotho et vous êtes perdu. On a d'abord pris 6 en Afrique du Sud. En Autriche. Bien. Et puis, amical. oui. Ensuite, on a fait 2 ou 3 mauvaises performances. Mais je dis, le Lesotho avait battu le Cameroun 2-0. Mais ça n'enlève en rien la qualité. Donc, moi, je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas commencer à tirer... Voilà. Est-ce qu'on va se qualifier? Non, comme on ne va pas se qualifier, donc il faut limoger son machin. Non. L'objectif est là, qualifier pour la CAN. Si on n'est pas qualifié, ce sera une catastrophe, c'est clair, pour le Cameroun. Mais c'est clair. Et le président de la fédération et son exécutif tireront les conséquences par rapport à cela. Mais en attendant, il n'y a aucune raison, sauf à vouloir se mettre en situation difficile sur le plan contractuel avec l'entraîneur actuel, qui vous dira, mais vous m'avez limogé pour quelle raison? Vous m'évaluez sur quoi? J'ai un objectif, je ne suis même pas encore au milieu de l'objectif. Vous voulez me limoger, donc... On parlait de points positifs tout à l'heure. Jules Denis, par exemple, désormais, on va dire ça, une collaboration plus poussée, ou alors un peu plus poussée avec la DTN. Est-ce que pour vous, ce sont de bonnes augures, c'est de bonnes augures pour les prochaines rencontres qui arrivent, les prochaines performances? Est-ce que ça vous rend un peu plus serein sur la situation? Pas besoin de faire de grands changements aujourd'hui, on reste fixé sur l'objectif. On pourrait se qualifier, on peut encore se qualifier, tout est encore possible. Et pour la fédération, ici représentée, il n'y a pas pire dans la demeure. On attend juste à la fin pour faire les comptes. Merci Albertine. Je pense que j'ai suivi très attentivement Francky et je voudrais lui dire qu'on a parlé tout à l'heure des grands entraîneurs qui ont été limogés. Rien que les stades qui grondent, l'entraîneur n'a même pas le courage d'entrer. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas souvent, ils sont malgré eux obligés de limoger ces entraîneurs-là. Parce que ici, là, le public camerounais ressemble déjà au public des Anglais, là, du public espagnol. Hein. Quand vous entendez les gars là gronder, et tu étais au Qatar avec moi, si Aboubakar n'avait pas préservé le Cameroun d'une fracture terrible, mais je ne sais pas comment les gens là devaient atterrir à Yaoundé. Donc, il y a une opinion publique qui gronde et qui ne s'accommode plus des approximations au niveau des liens indétables. Donc, il faut tenir compte de ça. Je vous dis que Aboubakar Vincent a sauvé le Cameroun d'une catastrophe sociale. Face au Brésil, ça c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Parce que si Aboubakar Vincent n'était pas là, et que nous revenions comme ça s'est dessiné là, ça devait être catastrophique pour tout le monde. Donc, même pour nous qui nous sommes retrouvés là au Qatar, ça devait être compliqué. Comme simple spectateur. Oui, comme simple spectateur, ça devait être trop compliqué. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux revendications sociales. Parce que le football aujourd'hui n'est plus quelque chose qui n'appartient qu'à l'exécutif ou aux joueurs. C'est un patrimoine collectif. Et c'est pour cela qu'il y a un deuil national quand il y a une défaite. Les gens ne vont même plus au travail. Donc il faut faire très attention à ça. L'indicateur ne doit pas être seulement le contrat. Le contrat peut toujours être révisé. Mais maintenant, ce qui s'annonce en termes de collaboration entre la direction technique et le sélectionneur, c'est une bonne chose. Les deux devraient aller de pair, main dans la main. Mais je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'agents influence toujours. Les agents sont la pieuvre de notre équipe nationale. Un type comme Choupo-Moting, il a la chance, parce que c'est son père qui est son agent. Donc il n'a pas de pesanteur extraordinaire. Mais quand vous avez des agents comme Nana, ils ne s'amusent pas. Hein? Mais c'est bien auprès de Choupo-Moting qui a fait partie aussi, comme c'est ça, entre guillemets, puisque au sortir de la CAN, de la CAN, on a failli perdre Choupo-Moting qui a déclaré à Mondovision qu'il ne joue plus tant que Conceição est là. Donc, le fait d'avoir...
Non. Il a refusé de jouer carrément. Non, il a dit. Donc, l'affaire des agents, et prof, si vous permettez, prof, j'ai quand même un peu, je me permets, professeur, de le dire. Lorsque vous demandez d'écouter l'opinion publique sur le coach, ça me pose un problème. Merci. Une société ne vit pas comme ça. Docteur. Une société vit avec des règles. Et qu'on l'accepte désormais. C'est-à-dire, on peut faire pression, une pression positive sur son, pour qu'il parte, mais celui qui a nommé son, lui a donné un objectif de 2 ans. Cannes à la fin. C'est acceptable ce que vous dites. L'opinion publique fait partie des règles, justement. Laissez-moi terminer. Mais il y a des lois qui sont retirées parce que l'opinion publique ne veut pas dans des pays. Monsieur Djamel, là, l'opinion publique ne peut pas être négligée. Monsieur Djamel, pourquoi vous ne pouvez pas dire que l'opinion n'est pas une règle. Je suis en train de parler. Non écriture, c'est une règle. Je suis en train de parler au professeur. Je suis en train de parler au professeur. Pourquoi? Parce que si on applique l'opinion publique qui gronde sur son, faut en tenir compte. On applique l'opinion publique qui gronde sur le régime Biya. On le change le même jour. Pas l'opinion. C'est l'opinion qui gronde. Elle demande l'amélioration des conditions de vie. Elle demande l'amélioration des conditions de vie sur Facebook. On va sortir. Quand on veut débarquer un régime, on n'est pas sur Facebook. Monsieur, cette opinion sur le foot, ça aussi. J'ai pris mes risques dans ma vie. On ne demande pas quelque chose à un régime sur Facebook. Permettez-nous de refermer. Monsieur Abouama, c'est encore la parole. Vous avez terminé votre. Ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé. Vous terminez, et puis on va sortir par Frappy. On va sortir par Frappy. Allez-y, terminez votre argumentaire et on sortira sur le sujet. Je pense que ce n'est pas l'opinion publique qui doit faire partie de ça. Mais on doit tenir compte de ce mécontentement qui peut générer des choses incontrôlables. Donc personne ne contrôle l'opinion publique quand elle est en débordement. Vous avez vu qu'ici à Yaoundé, il y a des lions qui avaient perdu à l'époque, les Kono. Ils ont fui par la Guinée équatoriale pour repartir en Espagne. Personne ne les a protégés. Hein. Quand Womelen a perdu, a raté le pénalty ici, on sait. Nous créons le problème que vous savez. Ne dites pas que nous sommes sûrs de gagner le Burundi. C'était ici. C'est eux qui le disent. C'est eux qui étaient ici. Womelen, on a brûlé sa maison, la maison de ses parents. Donc, faites très attention. Vous avez comment de pire. Donc, moi, je pense que la pression, effectivement, doit être orientée vers son Barna pour qu'ils comprennent les enjeux. Les Ivoiriens se moquent déjà de nous. Ils ne veulent pas avoir une canne au Cameroun. Donc, mais vous comprenez qu'il y a une pression même qui n'est pas que nationale, elle est internationale. Et donc, la pression doit être prise en compte pour que l'on comprenne que ça se joue sur un film. Peut-être pas seulement, parce qu'il n'y a pas que lui qui se regarde. On va sortir par vous, Frappy. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que du côté de la fédération, il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle. Et on attend juste de savoir si on sera qualifié. Disons qu'on reste vigilant. À la fédération, on reste vigilant. On reste vigilant et on est focus par rapport à l'objectif qu'a fixé le président sur sa mandature, mais une évaluation doit être faite au fur et à mesure. Et là, nous avons une situation qui n'est pas confortable. C'est-à-dire ces contre-performances ne nous inquiètent pas outre mesure. Non. Honnêtement, par rapport à l'objectif, je vous dis non. Mais maintenant, ce que le professeur dit, mais je dis Dieu merci, Son est un homme du peuple. S'il n'y a pas plus peuple que Rigobert, il entend les mois que suscitent les performances actuelles des Lions. Mais le plus important pour lui, c'est d'avoir droit dans les yeux la confiance de celui qui l'a nommé. Parce qu'il faut savoir qu'en foot, ce sont des binômes. C'est président-sélectionneur. C'est comme un club président-entraîneur. Le sélectionneur est le sélectionneur du président. Donc, tant qu'il a la confiance de Samuel Eto'o, le président de la fédération, et qu'il lui dit, écoute, voilà l'objectif qu'on s'est fixé, fais tout, qu'est-ce qu'il te faut pour atteindre ton objectif? Il te manque des choses? Oui, quoi? Ils font l'évaluation, ils avancent. Rigobert peut travailler sereinement. Maintenant, il sait également qu'un entraîneur est jugé à l'aune des résultats et qu'au soir de la... Mais bien sûr, si on n'est pas qualifié,
contre le Burundi. Mais bien sûr, lui-même, mais doit il sait, voilà, donc, mais je vous rassure. Mais les déclarations, comme je serai là jusqu'à la mort, Non, mais on n'en là, parle pas. non, c'est une façon de vous dire, je donnerai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Très bien. C'est une façon de vous dire. Cette sortie, Non, c'est elle a beaucoup fait parler. Non, c'est une façon de vous dire, je suis avec vous et je ne partirai qu'en ayant tout donné. Très bien. Et vous pouvez tout donner et ça ne marche pas. Merci d'être venu. Vous aviez un dernier mot, c'est bon, on se retrouve là. Un dernier mot peut-être également sur la situation des Nord-Orientales, puis on refermera cette partie. Vous savez, quand on est joueur, quand on a été joueur, on a une perception différente des politiques et des supporters. Oui, bien sûr, les joueurs quand même. Pour dire que nous essayons de rester objectifs. Indifférent aux émotions. Et je crois que c'est l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on est fixé sur un objectif. On sait là où on va, il y a des écueils, il y a des sorties de route, mais on tient le cap. Et tant que nous ne sommes pas entrés dans le ravin, il faut faire confiance. Et maintenant, pour moi, et mon expérience personnellement montré que lorsqu'un staff faillit, mais qu'il est complété et entouré, généralement, on s'en sort. Il y a eu des exemples patents dans l'histoire des Lions indomptables. Et je pense que cette fois-ci, ça marchera encore. Et c'est sur cette note positive que nous allons refermer à cette première partie de l'émission. Merci à vous d'être venu, Franck Hapi, puisque vous allez quitter le plateau. À vous également, Judéné Onana. On se retrouve juste derrière cette courte transition pour l'autre sujet de ce matin. À tout de suite. De Canal Presse. On s'intéresse à présent aux 100 sénateurs, les 30 plus précisément nommés ces derniers jours par le président Paul Biya. Des sénateurs qui viennent donc compléter la liste de la troisième mandature. 12 nouveaux font leur entrée. Je vous propose d'abord de suivre ce reportage. On se retrouve juste derrière pour décrypter cette autre actualité sur ce plateau. Emmanuel Chatoué siégera en session de plein droit le 11 avril prochain au Sénat en tant que sénateur titulaire de la région de l'Ouest. Il remplace son chef supérieur, le roi des Bandjoun, Jomo Kamga, qui lui aura siégé à la Chambre haute du Parlement de sa mise en place en 2013 jusqu'à la mandature qui s'achève le 11 avril prochain. Seydou Bombo Djoya fait également son entrée au Sénat ce 31 mars en remplacement de son papa, le feu sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombo Djoya. La région de l'extrême nord enregistre également deux nouveaux entrants, Malumbra et Djorwe Polin, de même que le centre, représenté par Henriette Sonac et Robert Kili, ancien ministre des Transports. Au littoral, Ernest Mwandi Bunji remplace le sénateur Madi Bassongue, décédé. Remplacement similaire dans le sud-ouest, où Ekoko Moukete reprend la place de son feu père, Chief Victor Moukete. Dans la Damawa, Djaratou Mohamadou est remplacé par Oumarou Mazadou. Dans le nord, Yves Tizi Toumba fait son entrée à la Chambre haute. Et enfin, dans le nord-ouest, le choix du chef de l'État a été porté sur le militant du Social Democratic Front, Yannick Hansen Mouchiglé. 12 bleus au total qui vont goûter dès le 11 avril prochain aux délices de la Chambre haute du Parlement. Emmanuel Chatoué siégera en session de plein. Et voilà donc pour les nouveaux qui font leur entrée au Sénat. Avant d'ouvrir les débats sur les échanges sur ce plateau, nous disons bonjour à Christian Djok qui nous a rejoint. Christian Djok, superviseur des sénatoriales au PCRN et secrétaire aux affaires politiques de ce parti. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Albertine, bonjour, merci de m'avoir invité et bonjour à mes companélistes. Notre plateau qui a donc connu de petits changements. On revient donc sur ces sénateurs. Déjà la liste des 30, Célestin Djamène, première lecture. Quelle est la lecture que vous faites de ces 30 Je le disais tout à l'heure, selon plusieurs observateurs, pas de grande surprise, mais l'on constate une fois encore que l'opposition ne s'en sort pas très très bien, même avec la nomination du chef de l'État à l'issue de ces nominations-là. On dirait que l'opposition dit son dernier mot au Sénat. Vous avez prononcé un mot très important, sans surprise.
Je vois des larmes de crocodile circuler un peu partout. On dit majorité obèse, RDPC tout puissant, mais on s'attendait à quoi? Sur les 10 500 conseillers municipaux, les 866 conseillers régionaux, le RDPC a au minimum 10 500 élus. Or, les élections sénatoriales, c'est les élections constituées d'un collège de grands électeurs. Constitués de qui? Des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Vous pensez que les conseillers municipaux RDPC ou régionaux RDPC sont assez bêtes ou fous pour aller voter un parti d'opposition? Mais quelle opposition d'ailleurs? La raison d'être du mouvement à part que j'ai lancé, c'est justement de faire la politique différemment de la vieille opposition. Donc arrêtons aujourd'hui de verser des larmes de crocodile. Il était évidemment prévisible que le RDPC aurait 100%. On peut se questionner sur la Constitution, sur le financement de la compétition politique eu égard à d'autres partis de l'opposition, mais on ne peut pas être surpris que le RDPC ait 100% de sénateurs. Et même d'ailleurs, quand vous regardez la Constitution du quota imparti au président de la République sur les 30%, pour compléter, selon le code électoral, les 70 sénateurs, on voit très bien que sur les 6 partis représentés par les 30%, 4 sont de la majorité présidentielle. L'ANDP, l'UNDP, l'UPC et le SDF qui fait peut-être son entrée dans la majorité présidentielle. Je ne sais pas trop. Donc en vérité, sur les élections stricto sensu, le RDPC devait avoir 100%. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, l'opposition doit se questionner. Quelle opposition voulons-nous? Moi, je pense qu'il y a une question constitutionnelle. Est-ce que le président de la République, au Cameroun, le futur président de la République, doit être en même temps président d'un parti politique? Parce que le RDPC n'est pas un parti comme les autres. Je regrette de le dire. Ce n'est pas un parti comme les autres. Il ne peut pas avoir match dans le système actuel entre le RDPC surpuissant, et je vous assure qu'ils n'ont pas besoin de tricher. Ils n'ont pas besoin de tricher pour gagner. Donc il faut arrêter ce discours. Il faut restructurer le système démocratique camerounais par les finances. La démocratie a un prix. Ce prix, c'est de mettre à niveau les partis politiques capables de participer à une compétition électorale. Il y a 319 partis au Cameroun. Sur les 319, 315 ou 305 sont inexistants, ou n'existent que sur le papier. Et les 6 autres sont sur suppositoire, sous perfusion. À cause de quoi? Mais justement à cause du fait qu'il n'y a pas assez de moyens matériels et financiers pour compétir. Prenez le plus puissant d'entre eux, enfin l'ex-plus puissant de SDF. Ils étaient présents dans combien de circonscriptions? Je ne parle même pas des ONG qui ont boycotté. Parlons du SDF. Ils étaient présents où? Peut-être dans 2 régions, ou 3 régions pour les municipales. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas match en l'état actuel des choses entre le RDPC, qui est quasiment seul sur le terrain, et les autres partis d'opposition, ou soi-disant d'opposition. Donc ça pose un questionnement quasiment constitutionnel, voire même institutionnel. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un débat périphérique sur l'élection d'un questeur à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas simplement une question de personne. C'est une question qu'aujourd'hui, les partis d'opposition n'ont plus les moyens de compétir. Parce qu'en réalité, dans la Constitution, on dit qu'on est élu sur un scrutin de liste. Au départ, on tient compte de l'investiture. Donc si on dit qu'il y a 5 députés ou 6 députés d'un parti, la Constitution retient que ce parti a un groupe de 6 personnes. Si on dit qu'un parti politique a un élu, même si cet élu décède, cet élu permettra à ce parti d'avoir un candidat qualifié pour l'élection présidentielle. Même si l'élu décède. La question qui se pose, d'un côté, entre la crise éthique, parce que prenons le cas très factuel
de l'honorable Benicio, qui démissionne, enfin, qui est exclu du SDF, il ne peut plus défendre les intérêts de son ancien parti. Sur le plan moral et éthique, il ne peut plus être considéré dans la comptabilité du SDF. Oh, l'élection, oui, j'y arrive. On est sur le sujet, oui. J'ai bifurqué. Pour dire que si la question de l'élection d'un questeur dépendait du nombre de députés sur le plan éthique, il n'est pas normal, il serait incongru donc que le SDF ait un questeur. Très bien. Maintenant, je termine pour revenir à ce que vous dites. On reviendra à vous tout à l'heure. Pour dire qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'on revoie de fond en comble la question même de l'existence de l'opposition. Il n'y a pas de surprise. Le RDPC à 100%, et dans 100 ans, si le système n'est pas modifié, il aura toujours 100%. Je vous assure, Albertine, si on ne change pas le code électoral, si on ne modifie pas les structures fondamentales de l'élection législative, municipale ou présidentielle, il en sera toujours le même. Il faut mettre à égalité compétitive les partis politiques. Très bien. C'est ça le cœur du sujet. Bianca, d'autres lectures, à part bien sûr l'absence de l'opposition qui ne couvrira pas 85% pour ceux qui ont fait des statistiques, presque de RDPC au Sénat aujourd'hui. Est-ce qu'avec ces 30 nommés du chef de l'État, il y a d'autres pistes de lecture que vous faites, des messages que l'on pourrait lire à l'issue de ces sénatoriales? Certains estiment par exemple qu'il y a d'autres messages politiques qui sont passés dans la désignation de ces 30 sénateurs. Est-ce que vous voyez d'autres messages, à part bien sûr celui de l'opposition qui disparaît carrément de la Chambre haute? Concernant l'opposition, je le dis ouvertement, si l'opposition veut changer la configuration qui se donne les moyens en professionnalisant leur action, et en venant voir plus ou moins ceux qui ont les rudiments de la chose publique. C'est-à-dire? Les étudiants de sciences politiques et les politologues. Je l'ai dit d'entrée de jeu. On ne peut pas se retrouver demain n'importe comment et on croit qu'on va changer le Cameroun sans penser. Dans d'autres pays, je le dis, le niveau 1 de sciences politiques est le lieu où on teste l'offre politique. Parce qu'ils sont rationnels et ils peuvent aller changer les mentalités. Donc, il faut cette professionnalisation-là. Si chacun pense qu'il va créer sa boutique, pour moi, les partis politiques sont souvent des boutiques. Si chacun pense qu'il va créer sa boutique et prospérer, il y a un problème. Parce que le message que le président de la République a donné par la nomination des 30, il y a plusieurs messages, mais j'en ai identifié quelques-uns. En 2013, le 14 avril 2013, première élection sénatoriale au Cameroun. J'étais jeune journaliste, je couvrais l'élection ici à Yaoundé. J'avais fait une sorte de sociologie électorale et on s'était rendu compte qu'il y a peu de femmes, à la fois en tant qu'électrices et élues. Et finalement, même dans la nomination sur les 30, vous observez que le président de la République a nommé 5 femmes sur 30. C'est un problème. C'est un problème parce que il aboutit à un autre, c'est que lorsqu'on reconduit M. Niad Ndifendi, sa statut d'ancien président du Sénat, sur 10 ans, nous laisse croire qu'il sera encore président du Sénat. Ce qui pose un autre problème de la représentation des femmes. Quel est ce pays qui, depuis les indépendances, a, au niveau de ses postes clés, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, président du Conseil économique et social, uniquement des hommes. Cette violence du sexe masculin politiquement a des effets sur le développement du Cameroun parce que, plus ou moins, lorsque vous regardez l'assainissement des mœurs publiques dans le cadre de l'opération Épervier, on prend des femmes, mais elles sont rares. C'est ça le problème du Cameroun. Et également aussi, si l'opinion publique, on en parlait tout à l'heure, elle parle de reproduction sociale, pas la reconduction des fils d'eux. Non, il ne faut pas s'attendre à autre chose dans cet environnement. Parce que le problème du Cameroun, et c'est ça l'un des problèmes de l'opposition, c'est que, là je donne ça gratuitement,
c'est que au lieu de faire la politique qui est, on veut faire la politique qui est dans la tête, où on rêve, l'illusion. Et on passe le temps par médias interposés, par le Facebookien, ce qui est le netizen, qui est différent du citoyen, parce que vous allez aller sur les réseaux sociaux. Ceux qui braillent sur les réseaux sociaux, leur convaincre à basculer sur la vie réelle est difficile, ils sont généralement des anonymes. Donc ça pose un problème que l'opposition comprenne qu'il y a un travail de fond qui doit être fait par la citoyenneté. Et cette citoyenneté passe par quoi? Ça passe par le suivi de l'existant. On a parlé dans le débat précédent. Pourquoi Samuel Eto'o ne chasse pas son? Parce qu'il lui a donné un objectif 2024. Je dis, lorsque le nouveau Sénat va entrer en fonction, qu'on suive leurs actions et qu'on note. Vous ne verrez aucun acteur politique au Cameroun vous donner de manière fidèle ce que l'État veut faire du Cameroun de 2018 à 2025. Ce que l'État veut faire du Cameroun de 2010 à 2035. On est dans, comment je peux dire, dans l'illusion d'un pays où on reste nostalgique d'un passé qui, plus ou moins, si on le questionne, justifie la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, celle de la reproduction sociale. Christian Diop, vous êtes l'un des partis politiques à avoir pris part à ces sénatoriats au PCRN, malheureusement pas de sénateur finalement au finish. Comment est-ce que vous analysez ces 30-là qui ont été désignés par le chef de l'État? Vous vous attendiez peut-être au PCRN à être désigné vous aussi? C'est un droit. Comment est-ce que vous analysez ces 30-là? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais répondre, n'est-ce pas, à Célestin Djamène qui a convoqué une question ici de manière subrétiste. En fait, fait présenter le PCN comme étant ce parti qui revendiquait la question. C'est un droit, Célestin. Vous avez été au Conseil. Non, on s'est compris. Je n'ai pas parlé du PCRN. Non, je n'ai pas parlé du PCRN ici, là. Vous avez présidé une commission. Dans quel cadre vous l'avez fait? C'est dans le cadre de la... Attention. Je ne vous ai pas coupé. Voilà. C'est dans le cadre de la loi. Il faut qu'on le dise. L'article 17, alinéa 7 de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. On parle de la représentativité de l'Assemblée nationale. Et à date, en mars 2023, vous avez le RDPC avec 152 députés, il me semble, sous réserve, n'est-ce pas, des morts. Vous avez 7 députés UNDP, ce qui leur donne évidemment le poste de vice-président. Et le troisième parti politique, avec 5 députés, c'est bien évidemment le PCRN. D'accord? Et maintenant, vous avez des partis ex-éco, c'est-à-dire l'UDC et le SIF, qui ont 4 députés. Avec vous êtes journaliste, allez regarder, de par la configuration même des chevalets. Vous allez voir que le chevalet de l'honorable Jean-Michel Nitieux a changé. Il dit la même chose que moi. Il est d'accord avec vous. On dit la même chose que moi. Il est d'accord. Il disait que le poste de questeur ne revenait pas au SDF. Justement. Non, c'est pas ce qu'il a dit. On avait compris à l'envers. On avait compris à l'envers, comme d'habitude. Il a parlé d'une C'est ce qu'il a bagarre. dit. Non, c'est ce qu'il a Non, vous dit. ne l'avez pas compris. Mais c'est qu'il a dit. On a compris à l'envers, comme C'est ce d'habitude. que je voulais corriger. Deuxièmement, à l'endroit du docteur Nkanon, cette photographie que vous faites de l'opposition, il est difficile, n'est-ce pas, d'être dans la posture d'enseignant et de donner des leçons à ceux qui vont sur le terrain. Voyez-vous, j'ai perçu comme une contradiction entre il faut des étudiants en sciences politiques qui comprendraient quelque chose et des gens qui ont une vision dans la tête, qui rêveraient. Ça fait quand même un problème. Parce qu'en réalité, il me semble que c'est une vision politique qu'on propose aux citoyens. On la pense d'abord. Et n'allez pas croire que dans les partis politiques, il manque évidemment ceux-là qui sont passés par ces facultés. J'ai la chance d'être aux côtés de mon père ici, qui m'a encadré à l'université en tant que politologue. Et aujourd'hui, j'en assure la fonction de secrétaire national des affaires politiques. Maintenant, revenons à votre question, à Bettine. Non, le PC ne s'attendait à rien, voyez-vous. On n'a d'ailleurs rien demandé. C'est pas parce qu'on n'a pas dit non, on n'entendait rien. Il faut qu'on le dise ici, sans amage. On a d'ailleurs refusé d'aller aux discussions, parce qu'on est constant dans la posture qui est la nôtre. Mais globalement, le président Paul Biya, il faut le dire, il y a une anomalie constitutionnelle à ce niveau. Je suis d'accord avec Célestin à ce niveau. Parce que ce soit l'article 20, alinéa 2 de la Constitution, qui donne la possibilité au président de la République de nommer, que ce soit l'article 214 du Code électoral, évidemment, on doit revoir quelles sont les modalités. Si vous revenez à l'article 20, alinéa 1, qui dit que le Sénat représente des collectivités territoriales décentralisées, mais qui constituent les collectivités territoriales décentralisées, c'est peut-être ce qu'il faut convoquer. Et de laisser
de laisser croire aux populations que c'est comme si c'était une magnanimité du président de la République. Non, il a parti lié. En fait, la loi, la Constitution le lit même dans sa décision. Et même, voilà un élément de violation de la Constitution. D'ailleurs, le président de la République est coutumier du fait. Ce n'est pas nouveau, le régime RDPC. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, au niveau du Parti pour la réconciliation nationale, nous, on projette autre chose. C'est ce que je dis, la fiction. Là. Nous, on projette autre chose. C'est cette fiction que je dis. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez laissé... Quand vous avez parlé, je vous ai écouté, Dr Nka. Allez-y. Je fais une analyse aussi simple. La loi est là. Prenez la loi, je vous donne l'article. Vous voyez un peu comment ça s'est... Allez-y voir même les qui constituent l'article 55 de la Constitution. Les qui constituent les collectivités territoriales décentralisées pour comprendre en réalité de quoi je parle. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, non. Le président de la République, il est constant. Voyez-vous. Et ça prouve qu'il est comptable de son système. Parce que c'est les mêmes qui l'ont repris, que ce soit au littoral, dans toutes les régions quasiment. C'est les mêmes qui l'accompagnent depuis quasiment 40 ans. Donc, quitte à arriver à épuisement, et parfois jusqu'à mort même, afin de pouvoir les changer ou non même. Parce que si vous prenez le cas, n'est-ce pas, du gouvernement actuel, combien de ministres n'y sont plus, pourquoi ils ne les ont pas nommés jusqu'ici? Ça, c'est un autre élément. Donc, le président de la République, en réalité, nous on comprend la perception qui est la sienne. Il veut aller avec ces gens jusqu'à continuer ce que le docteur Nka a appelé tout à l'heure, la reproduction sociale de l'élite. Parce que quand ce n'est pas ces apparatchiks qui sont, et même ces postes de sénateurs, ce qu'on a remarqué, c'est peut-être c'est le choix de la Grande-Bretagne, pour que je parle de votre contrôle, vous qui avez travaillé sur ces questions, où on a désormais attribué, n'est-ce pas, ces postes à certaines familles. Parce que le père n'est pas là, c'est le fils, ça va de père en fils. Peut-être c'est le choix que le Cameroun a fait, c'est certainement scientifique, mais on ne sait pas. Mais en réalité, ce que l'on constate, c'est que le président travaille avec ses alliés fidèles qui y sont. On regrette peut-être le SDF qui est perçu aujourd'hui comme... entrant dans cette majorité présidentielle. Bon, peut-être ils ont le choix. On attend certainement, ils vont refuser ou non. Mais par le passé, ce que l'on a souvent constaté, c'est que c'était un peu maquillé. Mais ce n'était pas ça le choix. Pour revenir à la question de pourquoi on allait à ces élections, non. Nous avons un objectif. Nous le savons, Célestin, ça c'est évident. Pour un collège électoral constitué de 1086, pour le cas de la région du littoral, avec 72 électeurs, nous allons proder notre machine électorale. Nous allons vendre un projet dans un environnement où l'expression politique n'est pas la plus assurée. Donc cet environnement, ce moyen de marché politique que nous avons, qu'est une campagne politique, nous l'avons, n'est-ce pas, utilisé à bon escient pour vendre nos idées, pour vendre la vision qui est la nôtre, pour vendre le projet que nous avons de la décentralisation territoriale au Cameroun, contenu dans le livre que vous connaissez bel et bien, Célestin, le fédéralisme communautaire, lui par l'honorable Kamali. Beaucoup de Camerounais connaissent, voilà. Malheureusement. Sur finalement l'issue des sénatoriales, satisfaction totale, on suppose, du côté du RDPC, quelques violations, comme le dit le représentant du PCRN sur ce plateau. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh bon, je pense que je ne vais pas répondre à tout. Je suis totalement d'accord avec l'analyse de Célestin sur le fonctionnement des institutions. Je crois que Célestin a une parfaite connaissance du fonctionnement des institutions où quand même, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître des évidences dans la distribution des sièges dans une institution comme le Sénat, sans connaître à la base que les grands électeurs, ils étaient de 11 134. Et tout le monde sait, et que le RDPC contrôle dans cette configuration 316 communes sur 360. Exact. Donc, les données sont claires. Bien sûr. On dit, pour nous qui avons un peu côtoyé la mathématique, on dit que quand les hypothèses sont fausses, hein, les conclusions sont naturellement fausses. Donc, venir contester, comme j'entends ça et là, l'écrit, c'est oublier effectivement le travail permanent d'un parti comme le RDPC sur le terrain, qui ne néglige aucune élection et qui fait l'effort surhumain d'être présent dans toutes les circonscriptions électorales, sur toute l'étendue du territoire. La preuve, pour les régionales, sur les 10 régions, le RDPC a présenté les candidats sur les 10 régions. Donc, il est le seul candidat à avoir pu faire ça. On s'attendait quand même à avoir des équilibres un peu rétablis avec la nomination des 30. Mais plus grave, le RDPC a réussi à convaincre les conseillers municipaux de l'UNDP à voter comme dans l'Ombéré.
vous comprenez que ça se joue sur le terrain. Bon, maintenant, sur les nominations, je profite déjà de cette occasion pour saluer mon grand frère Emmanuel Tchatoué qui a été nommé, et Dieu seul sait quelle amitié m'honore avec lui, quel respect on lui doit pour sa discrétion et pour sa culture de la dignité. Parce qu'un sénateur, c'est quelqu'un qui est digne. Donc on ne nomme pas au hasard. Les gens attendaient les nominations, mais je crois quand même que c'est trié sur le volet. Et l'article 214 du Code électoral nous dit clairement, les sénateurs, le mandat des sénateurs nommés est renouvelable. Donc, la possibilité reste ouverte à celui qui l'a nommé de le reconduire. Quand vous prenez les exemples comme l'UPC qui est dans le sud-ouest, Philippe Léké à Kempo, on le sait, c'est le président régional de l'UPC. Il avait été nommé en remplacement de Mafani Moussongué, qui avait démissionné pour aller à la Commission nationale sur... Donc, c'est une grosse élite, c'est un notable local. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je pense que le décret du chef de l'État ne peut pas être embrigadé dans un prisme politique. Je pense que son rôle, c'est aussi de corriger, de rééquilibrer certaines situations sur l'étendue du territoire. Donc, par exemple... c'est la question. Est-ce que ça a été corrigé? En nommant certains membres des partis politiques qui ont pris part à l'élection. Certains. Oui, à certains membres les sénateurs nommés, bon, ils attendent la nomination, puisque leur mandat est renouvelable par décret. Mais pourquoi ne devait-il pas renouveler le mandat, puisqu'il avait déjà nommé auparavant? Pourquoi vous voulez embrigader le chef de l'État dans les prismes politiques? Mais maintenant, j'ai suivi M. Ndjonkongo parler de l'article 17. Vous avez lancé dessus l'article 17 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 17 parle du respect de la coloration, de la configuration politique. La configuration politique ici ne peut pas être isolée du fait majoritaire. Parce que les postes à l'Assemblée ne se distribuent pas par amitié. Il faut d'abord avoir la possibilité de constituer un groupe parlementaire, donc avoir un minimum de 15 députés pour prétendre à la distribution des postes. La configuration politique ici renvoie tout simplement à la liste de présence. Là, on voit que tel nombre, tel député, tel parti est présent à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, dans la distribution, c'est le groupe parlementaire. Au moment où le RDPC est seul à avoir le groupe parlementaire, donc, il ne peut pas choisir à l'emporte-pièce, sinon sa majorité ne va pas voter, parce qu'il s'agit de voter la liste des membres du bureau. Sa majorité n'est pas obligée de voter si vous mettez le PCRN. Sa majorité, elle n'est pas obligée. Mais sa majorité... Elle peut mieux s'entendre avec l'OSF. Peut voter si vous mettez quand même... Le sujet n'était pas inscrit, mais vous non, c'est parce que vous m'avez lancé dessus. Oui. Vous m'avez lancé dessus. Parce que mon petit frère, mon fils, a évoqué cet aspect qui peut être un aspect vicieux, qu'il ne doit pas laisser passer dans l'opinion publique. Parce que justement, je le dis, aucun parti qui n'a le groupe parlementaire ne peut revendiquer valablement un poste, puisque la liste des membres du bureau est adoubée par tous les députés à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, quelles que soient les transactions qui peuvent se faire dans les coulisses, la majorité à l'Assemblée peut refuser de valider cette liste. Hein? Et quelqu'un peut prendre la parole pour dire que nous ne voulons pas ce deal. C'est pour cela que il a dit, ils ont refusé de prendre part aux tractations. Il y a des rencontres qui se font avant... Au parlementarisme de couloir. C'est exactement ça. Avant l'ouverture de la session, on restera pas pour qu'on s'entende
sur la prochaine configuration politique. Ce n'est pas une élection qui est ouverte de manière... Rapidement, c'est une petite fenêtre que vous ouvrez, mais ce n'était pas le sujet du tout. Évidemment, dit au prof que non, le groupe parlementaire, évidemment, c'est pour les 9 commissions. C'est pour les commissions et non pour la coloration. L'Assemblée, là, le prof a fait une petite confusion à ce niveau. C'est également... Configuration politique. Justement, prof. C'est ça le terme consacré, configuration politique. Évidemment, prof. C'est le même cadre avec, il me semble, les articles 199, alinéa 2 et 3 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est pourquoi vous avez un maire, adjoint un maire, ainsi de suite. C'est la représentativité, c'est le principe de la représentativité. Il me semble que ce que convoque le prof, c'est uniquement pour les commissions parlementaires. Non, non, du tout. Relisez bien le règlement intérieur. Vous allez continuer le débat après. Vous allez continuer le débat sur... C'est un problème juridique extrêmement subtil. Très bien. On reviendra à ce sujet. Hein. Peut-être que le prof nous expliquera mieux au sorti de ce débat. Mais on reste sur le Sénat tel que constitué aujourd'hui un peu plus de 85% du RDPC. Efficacité d'un tel Sénat. Vous qui êtes de l'opposition, quelle est la plus-value d'avoir un Sénat autant monocolore? Bon, c'est un débat ontologique parce que j'ai souvent pris position sur la question de l'instauration même du Sénat dans un système comme le nôtre. Tant que tout le monde sait que la Chambre basse a le dernier mot en termes de vote des lois nationales... Le Sénat n'a plus sa place, selon vous. Voilà. Maintenant, ça peut aussi être une chambre de garage pour certains amis. Mais ce que je veux dire, d'ailleurs au Sénégal, Macky Sall a carrément supprimé le Sénat. Donc c'est un débat qui est tout à fait envisageable dans notre pays aussi, pourquoi pas. Maintenant, avant d'y arriver sur la valeur du Sénat, je voudrais déjà saluer la participation du PCRN, qui a eu une participation au sénatorial dans un esprit de Jeux olympiques. Je crois que l'essentiel pour vous, d'ailleurs tu l'as dit en subreptice, c'était de participer. Mais j'ai moins apprécié la sortie du président Cabral quand il dit que ça y est, on a gagné, on va se faire rembourser les cautions. J'ai moins apprécié. Parce que, autant je peux dire qu'il y a des bluffs, mais des bluffs positifs. Le PCRN a fait preuve d'un bluff très positif en termes de visibilité, mais évitons de dire qu'on va pour se faire rembourser les cautions. Ce n'est pas digne de la politique. Une fois qu'on a dit cela, on revient pour dire encore une fois que dans le système actuel du Sénat camerounais, ce n'est pas un système de l'ordre britannique où on nomme des icônes nationales, tout domaine confondu. C'est-à-dire qu'on peut nommer un footballeur, on peut nommer un médecin, on peut nommer un brillant architecte qui a fait honneur à l'image du vert ou jaune dans le pays. À partir du moment où ce n'est pas le même système au Cameroun, je ne peux pas être convaincu que la nomination, qui est une décision souveraine du président de la République, soit une décision de mandat renouvelable. Parce que je ne suis pas sûr que le mot renouvelable, pour les nommer, existe dans la Constitution ou dans le Code électoral. Je ne suis pas certain. Donc, c'est une décision souveraine du prince de nommer qui il veut. Il n'y a aucune automaticité, même virtuelle, d'être renommé. Et dans ce qu'on peut interroger, d'ailleurs, quand vous regardez la configuration de ces nominations, les grands partenaires, notamment du Grand Nord, ont eu la part belle. L'NDP, l'UNDP, le FSNC et le MDR. On voit tout de suite que là, c'est des considérations d'alliance politique très fortes. Tous ces partis-là ont des liens officiels avec le RDPC. C'est le jeu politique. Maintenant, quant aux autres, le SDF, voyant peut-être sa mort venir, a préféré peut-être enfourcher, n'est-ce pas, le chemin de la majorité présidentielle. Alors, on avait entré le fils de l'autre, d'un côté Moukete, d'un côté Boumodjouya. Nous sommes là dans le plein équilibre, j'allais dire, dynastique, peut-être. Mais ce qui est sûr aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'il ne faut plus nommer de sénateurs. Même si c'est un collège indirect qui élit les sénateurs, il faut aller à 100% aux élections. Là, le RDPC mérite ces 100%, pour les raisons qu'on a déjà indiquées tout à l'heure. On n'a pas besoin de réserver 30% au président, qui n'en a même plus besoin, puisque le RDPC fait tout maintenant sur... C'est le président, hein, c'est pas le président d'un parti. Le président de la République nomme 30% pour compléter le quota constitutionnel. Maintenant, sur la question du Sénat,
et sur l'échec de l'opposition. Le docteur a tort de dire qu'il faut aller voir les étudiants de Sciences Po ou les politologues pour que les partis politiques soient mieux... Non, moi j'ai été aux jeunesses socialistes françaises par exemple. Ils peuvent mieux vous organiser. Non, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Les étudiants en Sciences Po viennent se former dans les partis politiques. Justement, la politologie n'est pas de la politique. La vraie politique, la science politique, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Mitterrand n'a jamais été à Sciences Po. N'est-ce pas? Thomas Sankara n'a jamais été à Sciences Po. L'école réelle, je suis désolé de le dire, de la politique, c'est dans les partis politiques. Maintenant, on peut regretter que beaucoup de formations n'aient pas de structure de formation. Je crois que le PCR en a un, à part aussi. Il faut plutôt former de l'intérieur, n'est-ce pas, les combattants politiques. Maintenant, sur la citoyenneté, non. Le problème, ce n'est pas la citoyenneté, c'est le problème des finances, Albertine. Si vous me donnez 1000 francs pour faire ma campagne, vous avez 150 000, il est clair que vous allez me gagner. C'est une évidence. Parce que faire campagne, battre campagne, ben, c'est aller sur le terrain. C'est aller dans les 10 régions. Et comment fait-on pour aller dans les 10 régions quand on a 1000 francs? Très bien. Je redis, pour terminer, encore une fois, la question qui se pose dans notre démocratie, c'est le prix à payer. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui, pour les partis courageux, prêts à descendre dans l'arène, de financer de manière à peu près acceptable la compétition politique? Est-ce qu'on doit graver dans la Constitution l'obligation des partis politiques, avec le transfert des moyens, qu'on doit être présent dans toutes les circonscriptions? Parce que comme vous avez le RDPC, qui est le seul dans le sud, dans le centre, à l'est, et presque dans le Grand Nord, alors là, vous ne pouvez pas être naïf au point d'espérer qu'un jour, le RDPC va perdre une élection. Ce n'est pas possible. Donc il faut restructurer effectivement les fondamentaux du code électoral et des institutions. Sinon, nous courons droit dans le mur. Très bien. Tout simplement. Oui, Albertine, je tiens à faire une précision avant d'élaborer. C'est que lorsque je cite les étudiants de première année, lorsqu'on va à une élection, il y a plusieurs objectifs qu'on cherche. Si on cherche la rationalité, les étudiants de première année sont un bon élément qui vous permet de juger la pertinence sur le plan rationnel de votre projet. C'est comme si vous voulez chercher l'affect. Vous pouvez aller au bar et jouer ça au niveau du bar. Les gars du bar vous disent, vraiment votre affaire ici nous arrange. Je vous parle d'échantillons. Ça se passe comme ça dans les grandes démocraties. Ce que vous dites me pose un autre problème et m'impose de vous dire de ne pas être des politiciens de la fiction. Lorsqu'on parle du Sénat camerounais, vous nous appelez la Grande-Bretagne, vous nous appelez des États-Unis, vous nous appelez... Tout ça nous éloigne de la réalité du Sénat du Cameroun depuis 2013, qui est l'aboutissement, puisque vous allez jusqu'à questionner sa pertinence, qui est l'aboutissement d'un processus inscrit dans la Constitution. On est dans le progressivement. C'est pourquoi moi je pense, l'avantage que le Sénat nous donne, et vous les partis politiques dits de l'opposition, c'est qu'on est en pleine partitocratie. Les partis se regroupent pour gouverner, chacun en fonction de son pouvoir, à sa part. En 2013, lorsque le chairman John Fundi quitte Bamenda Natal et arrive à Yaoundé, il dit qu'il n'y a pas d'élection sénatoriale. C'est ça le mot. Il fait même un accident malheureux sur la route de Bala qui tue un enfant. Mais le lendemain, le chairman conduit le SDF au sénatorial. Et on sait qu'il a bien joué avec le parti en 2013. Il a eu des sénateurs dans la Damawa qui n'étaient pas prévus face à l'UNDP qui est l'allié institutionnel du pouvoir en place. Ça marche. S'il se retrouve que 10 ans après, le SDF plus ou moins a mal géré son organisation en interne, est-ce que le SDF manque de moyens? On discute de quoi à l'intérieur du SDF? On discute d'affaires, de finances, de transparence. On discute de tout ça. Et vous ne pouvez pas aller dans la logique où vous-même vous faites harakiri dans votre organisation interne et questionner l'autre. C'est pourquoi moi je pense, au-delà de la partitocratie,
qui vous appelle aussi, vous les gens de l'opposition, de prendre le taureau par les cornes et vous organiser pour une fois, dans la sincérité. Vous qui êtes... non, laissez-moi... vous qui êtes c'est déjà même président de parti, vous avez une carrière militante qui est importante. Que les partis d'opposition vous reconnaissent cette casquette-là et que vous-même vous l'assumez dignement de manière rationnelle, de telle sorte que l'autre puisse vous faire confiance. Or, si on vous voit dans ce que j'appelle, pour certains, la prostitution politique, parti de tel parti à tel parti, finalement, vous n'êtes plus crédible aux yeux des Camerounais. On vous attend plus, finalement, pour la plupart, au sein du RDPC. Et le Sénat, dans sa configuration actuelle, est le régulateur de la vie politique. Pour moi. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on devait avoir 4 élections. Présidentielle, sénatoriale, municipale et sénatoriale. On a seulement organisé la sénatoriale. On l'a décalé. Regardez en termes de mandat. Le mandat des sénateurs, plus ou moins, au-delà. C'est pourquoi, même en termes de redistribution des ressources du pouvoir, le pouvoir en place et les stratèges du RDPC, qui pensent également qu'ils peuvent influencer l'organisation des élections au Cameroun, le font à dessein. Et tous ces gens, ceux qui sont nommés au Sénat, je refuse qu'on accepte que tous sont le fait de peut-être la reproduction sociale. Il y a des gens qui méritent, de par leur carrière politique, et qui ont tapé. Non, vous voulez que je cite pour finir. Combien? Alors, non, ils sont là. Oui. Christian Dior, est-ce que justement l'un des messages de ces sénatoriales, c'est pas un peu, on va dire, l'avant-goût de ce qui pourrait arriver en 2025? On a un système verrouillé finalement. Monsieur Saint-Germain demande de restructurer. Qui doit restructurer? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est pas ce qui se passera dans les prochaines années? Est-ce qu'aujourd'hui le Sénat ne montre pas un peu ce qui pourrait arriver? Système verrouillé, mais il faut restructurer. Comment ça devrait se passer? Des propositions? Qu'est-ce que vous attendez côté de l'opposition? Vous qui avez déjà, vous sentez déjà un peu avec cet avant-goût ce qui vous attend, on dirait ça comme ça. Évidemment, Albertine, vous parlez là à quelqu'un qui représente un parti ou une dynamique qui est allée aux élections de la présidentielle ou sénatoriale, dont nous maîtrisons un peu le terrain. Mais avant de répondre à votre question, je ne voudrais pas laisser passer quelque chose qui a été dit ici sur le plateau. Rassurer le président d'APA qu'évidemment, quand on fait un bilan après une élection, il y a des éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a engrangé comme résultat, comme victoire. D'accord? Et si je vous ai parlé du collège électoral. Non, permettez que j'en vienne. Non, la victoire n'est pas que le siège. Voyez-vous, quand on va à une élection, je parle sous le contrôle du professeur Aboya, la victoire n'est pas que les sièges ou sortis des urnes. Il y a d'autres réalités quand on va à une élection, qu'on va, n'est-ce pas, tâter le terrain. Et c'est dans ce sens donc que la caution. Pour ceux qui connaissent, que vous êtes allé à une élection, M. Djamène, vous avez toujours couru pour aller récupérer votre caution. Voyez-vous? Et c'est un droit acquis. Ce n'est pas une faveur. Donc, en arriver à atteindre ce seuil, il faut le dire, on a fait le bilan, on allait à une élection, on avait à peine 4% par là, et on a eu 11% en termes de suffrage, et ces suffrages nous donnent droit au remboursement du cautionnement. C'est ce que le président a fait comme... On ne sait pas une faveur ou dire qu'on allait pour récupérer la caution. Encore que si vous voulez même parler des frais de campagne qui sont minimes par rapport au cautionnement. Ça peut être une autre question. Maintenant, il y a le prof tout à l'heure, je voulais rassurer le prof que non, le prof, il y a entre l'article 23 qui régule les commissions qui exigent évidemment ça, et l'article 17 alinéa 7 qui parle de la représentativité politique, c'est deux choses. La configuration politique, c'est deux choses bien distinctes. C'est deux régimes bien distincts. Maintenant, docteur Nka, rassurez-vous, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'illusion de la réalité. Non, parce que là, dans la réalité. S'il vous plaît, okay. Je suis dans la réalité. Ok, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la réalité. Pierre, s'il vous plaît. Non, je suis dans la réalité. Politique, et peut-être qui a fait un peu de science politique, qui a travaillé sur la participation politique des jeunes. Je vais même vous donner des faits. Quand on parle des inscriptions sur liste électorale, je suppose, là on parle de socialisation politique. Quand vous abordez même les étudiants des facultés de sciences juridiques et politiques, est-ce que vous savez qui sont les plus réfractaires de ce dont vous enseignez? Donc on peut questionner donc, la culture politique que vous l'enseignez. Quel est le type de culture politique que vous l'enseignez? Peut-être la paroissiale ou laquelle? On ne veut pas encore, on ne veut pas en arriver là. Vraiment, j'ai du respect pour le prof qui est mon père à mon côté, sinon ce serait insulté. C'est que lui m'a appris. Maintenant, pour revenir à la question d'Albertine, non, Albertine, c'est évident. Nous sommes dans un marché politique de type oligopolitique, où la loi de l'offre et la demande.
Maintenant, à nous, les partis politiques, d'étoffer nos offres, pour ceux qui en ont d'ailleurs, de les proposer dans ce marché politique-là et d'accrocher les citoyens en tenant compte, ce dont le docteur Nka fait fi ici, du contexte en lui-même. Parce que quand vous ne tenez pas compte du contexte, vous faites preuve d'une cécité analytique. Parce que c'est la première des choses, c'est-à-dire quel est le terreau dans lequel ces partis politiques s'expriment. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire dans un environnement où les mécanismes de socialisation, les mécanismes d'expression de partis politiques sont reprimandés, on est dans une violence à outrance, il n'est pas toujours aisé. Vous avez un journal du parti. De pouvoir le faire. Vous avez un journal du parti. Allons-y. Est-ce que vous avez un journal du parti qui paraît régulièrement? Développer, s'il vous plaît. Allez-y. À chaque fois. Non, je vous pose une question. La vérité fait mal. Non, je suis dans la réalité. Est-ce que vous avez un journal du parti qui communique sur vous au quotidien? Je vous réponds. Nous en avons plusieurs. Nous avons d'ailleurs une école de formation. Non, je parle du journal. Et vous avez face à vous le directeur de la formation à l'école des cadres, qui peut vous dire comment ça se passe quotidiennement. Donc, je disais tout à l'heure, Albertine, évidemment que nous sommes conscients de cet environnement politique. C'est pourquoi quotidiennement nous en appelons les citoyens camerounais à comprendre qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Si on veut parler de la transposition du Sénat, à comprendre que c'est en 2025 qu'ils doivent nous donner les conseillers municipaux. Parce que c'est un match qui se joue, n'est-ce pas, en aller-retour. C'est-à-dire la première manche, c'est les élections municipales, la deuxième, peut-être les régionales, et le Sénat n'est que la troisième mi-temps. Donc en 2025, que ces citoyens comprennent qu'évidemment que c'est là-bas où ça se joue. Donc nous, on est ouverts. On a été candidats. Moi, vous voyez, on était candidats les uns les autres, que ces jeunes s'inscrivent massivement sur les listes électorales, qu'ils votent et qui nous donnent donc la force de changer de paradigme. On a beaucoup entendu parler du code électoral tout à l'heure. Votre avis sur la question? Non, tout doit être perfectible. Évidemment, ce code a des choses qui sont bonnes et qui sont mauvaises, qu'il faut évidemment toiletter. Nous avons plus d'une fois, avec d'autres partis politiques, participé à toiletter, n'est-ce pas, ce code. Il y a des éléments qu'il faut changer. C'est le système politique, le système électoral lui-même, dans sa globalité. Il y a beaucoup de choses mais il y a des choses à l'intérieur qui doivent d'abord être appliquées. Si vous prenez par exemple le cas de l'article 295, en termes d'affichage en matière électorale et autres, comment ça se passe? C'est-à-dire, Elikam peut le faire aussi simplement, ou même les mécanismes de financement public de campagne. Comment ça se fait? Vous arrivez peut-être un matin au Minat, il n'y a aucune règle, aucune base, rien n'est déterminé. On vous dit, voilà votre enveloppe peut-être pour la campagne. On ne sait pas comment ça se passe. Donc, il y a des éléments qui sont déjà contenus dans ce code, qu'il faut évidemment appliquer, quitte à pouvoir laisser, n'est-ce pas, engager transparence. Mais au-delà de ça, c'est de dépolitiser l'administration publique camerounaise. Parce que le problème, c'est à ce niveau. La bagarre que nous avons sur le terrain, généralement, c'est avec l'administration, c'est avec les sous-préfets. Docteur Nka, j'ai été 3 fois aux élections. Si vous savez ce que c'est que constituer une liste... C'est pourquoi je dis que vous êtes dans la fiction. Parce que vous demandez de dépolitiser ce qui ne sera pas fait demain. Vous êtes dans la fiction. Moi, je vous ai dit... Non, vous terminez, s'il vous plaît. Non, moi, je vous parle en tant que politique. Ça n'aura pas lieu demain. Moi, qui est constitué de listes, qui sait comment il faut faire? Je parle de ce contrôle de Célestin, qui en sait quelque chose. Comment il faut faire pour obtenir la non-redevance? Qui tue, par exemple, 80% des candidats qui ne parviennent pas à déposer leur liste ou l'extrait d'acte de naissance. C'est 2 pièces pour les obtenir. Il y a des éléments qu'on peut aller. Et on en a fait une proposition par le passé. Elle est comme on peut faire une sorte de guichet unique qui t'a ramené toutes ces administrations publiques auprès de l'ECAM. À ce niveau, on fait des pièces parce que c'est difficile. L'une des choses, parce qu'on accuse parfois l'opposition, vous ne parvenez pas à déposer des listes, ainsi de suite. Albertine, constituer une liste, c'est la chose la plus difficile que battre une campagne en elle-même. Je vous assure. Alors, Abouya Manasseh, on parle de dépolitiser aujourd'hui l'administration. J'en appelle à votre casquette de politologue. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard, vous-même, lorsque vous regardez ces résultats des sénatoriales, qui pour plusieurs, on le disait, sont un reflet de finalement, qui résument bien aujourd'hui la vie politique au Cameroun, est-ce que dans les conditions actuelles au RDPC, vous avez l'impression d'avoir encore un adversaire qu'on pourrait qualifier d'opposition? Est-ce que vous ne comprenez pas également, c'est une question à double volet, ces récriminations qui vous sont faites, et on estime que vous organisez le match RDPC, vous êtes l'arbitre, vous êtes également même le spectateur, il n'y a plus d'issue, on est dans un système totalement verrouillé, tout est verrouillé, qui devrait restructurer aujourd'hui pour que la balle revienne au centre? Moi, je pense que la balle n'a jamais cessé d'être au centre. Je pense que de temps en temps, c'est l'opposition qui a souvent même tiré le ballon hors du stade. Mais le RDPC n'a aucun intérêt à ce que la balle soit hors du centre.
puisque le RDPC respecte la loi, le RDPC respecte le code électoral et le RDPC accepte que la démocratie soit encadrée par la loi. Donc, c'est la loi. Il n'y a pas d'élection sans régulateur. Et il me semble que le régulateur est l'arbitre, c'est l'ECAM, qui a le ballon comme l'arbitre et le pose au centre pour tous les partis politiques. On appelle à la réforme quand même. Oui, et là, c'est un débat très difficile. C'est un débat qui rentre dans ce que Célestin connaît très bien, le rapport de force. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est fort sur le terrain de renoncer à son implantation territoriale pour démissionner et demander au PCRN, va t'installer à l'extrême nord, va t'installer au sud-ouest, va t'installer au nord-ouest. Mais c'est chaque parti qui fait l'effort de son implantation territoriale. Et c'est pour cela que le SDF était un parti très, très, très fort. Parce que, oui, parce qu'il avait fait le pari de gagner la territorialité dans certains espaces politiques précis. Et il était imprégnable, à un moment donné, entre l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, voire toute une partie du littoral. Il était bien implanté dans ces espaces-là. Et je peux vous dire que sur une trentaine d'années, il a mené une bataille féroce avec le parti au pouvoir pour être délogé et aujourd'hui quasiment chassé. Donc c'était un travail qui se faisait sur le terrain. Parce que l'implantation... Pardon ? Est-ce qu'ils sont devenus faibles ? Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de force de l'adversaire. Quand l'adversaire est fort, de toutes les façons, il vous amène à reculer et à revoir votre position d'implantation sur le terrain. Moi, je pense que le débat se joue sur le terrain. Mais si le RDPC déserte le terrain pour que les autres partis viennent s'installer, mais à quoi va ressembler la politique ? La politique va être une partie d'espace abandonné par l'état des forces réelles sur le terrain. Et c'est pour cela que le RDPC est sans pitié. Il m'a précisé que même l'ECAM a quand même demandé la réforme du code électoral. L'ECAM n'est pas le l'ECAM n'est pas l'Assemblée nationale. L'ECAM n'est pas le RDPC. L'ECAM n'est pas l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. Donc il n'y a pas... Le régulateur estime qu'il faut revoir les règles du jeu. Mais c'est de sa responsabilité. C'est de sa responsabilité. Maintenant, moi je pense qu'il y a des questions sur lesquelles il ne veut pas revenir parce que Christian est revenu sur ça plusieurs fois. Cette histoire de représentativité. La représentativité ne renvoie pas au choix du poste. Que je veux être représenté et je choisis d'être questeur. C'est faux. La représentativité, c'est la présence au bureau. Ce n'est pas faux. C'est le nombre, prof. C'est le nombre. Est-ce qu'il y a un nombre requis pour bénéficier d'un poste de questeur? Donc, je termine. Il voulait évoquer encore ça en passant parce qu'il veut faire passer à tout ce message-là. Le PCN n'avait droit à rien. Mais non, prof, vous ne pouvez pas dire ça quand même, prof. Mais il ne peut pas revendiquer avoir un poste de questeur sur la base de quoi? Prof, je vais citer l'article 17. Est-ce que l'article dit qu'il faut avoir tant de nombre de députés pour maintenant, quel est le principe de la représentativité? Donc, je voudrais dire le nombre, quoi? prof. Le nombre pour un poste précis? Oui, prof. Est-ce qu'il y a un nombre quoi? Puisque vous ouvrez le débat. C'est pour le groupe parlementaire. Très bien. On y va. Oui, c'était pas le débat. S'il vous plaît, pour terminer. Maintenant, on referme la parenthèse sur le poste de questeur. Je l'ai refermé. Oui. Parce qu'elle ne se refermera pas volontairement. Oui. Donc, je voudrais dire ceci. Mais ce n'est pas le RDPC qui donne des injonctions à l'ECAM. L'ECAM est une institution neutre qui fait le travail d'écouter les partis politiques, d'écouter les acteurs politiques, parce que l'ECAM organise son travail avec la contribution des acteurs politiques. S'il lui juge nécessaire de procéder à certains réaménagements, mais c'est de sa responsabilité. Mais qu'est-ce que... Il doit décider donc Qu'est-ce que nous, du RDPC, nous pouvons dire? Les partis politiques vont du coup crier sur tous les toits qu'on vous a dit que cet organe est inférieur au parti. Donc, si vous le dites, je ne suis pas sûr, je n'ai pas eu la certitude que cela est en cours. Peut-être que l'opposition a des informations qui m'échappent, mais si ça vient, mais le RDPC va se plier
aux règles du jeu. Très bien. Comme il a l'habitude de se plier aux règles du jeu. Et pour l'instant, je pense que le ballon est au centre. Donc, je reviens à votre très belle expression. La balle est au centre. Malheureusement, on me fait signe qu'on ne pourra plus réagir. 5 secondes. Que sur le décret du 31 mars pris par le président de la République, il a été très légaliste. C'est son droit constitutionnel de nommer les 30%. C'est le code électoral, rien à dire. Maintenant, la question de fond, c'est 2 choses essentielles à Bertine. Pour finir. Premièrement, tant que le président d'une république est président d'un parti politique, il y a un coup porté à la démocratie. Deuxièmement, tant que les partis d'opposition s'attaquent aux partis au pouvoir sans moyens, il n'y aura jamais match. Alors on pourrait parler effectivement de compétition formelle, mais dans le fond, le match est impossible. Merci, totalement monsieur impossible. N'Djamène, d'être venu. Bon retour à Douala. Merci à vous, cher monsieur. C'est la fin de cette édition de Canal Presse. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres sujets et d'autres invités. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Bon dimanche à tous.